Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire sur un sujet crucial. C'est certainement la destination sur laquelle nous avons le plus de demandes chez Expat Communication et je pense que ça n'est pas prêt de s'arrêter parce que c'est un partenaire crucial pour les entreprises françaises, mais aussi parce que, enfin, sans rien dévoiler de ce qui va être dit tout à l'heure, c'est aussi un des pays avec lesquels l'intégration culturelle est la plus complexe, la plus fascinante, mais aussi la plus difficile. Évidemment, nous parlons de l'Inde. Bienvenue à tous. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir une brochette d'experts de renommée internationale. J'ai parlé bien sûr de Fernanda Pinto, qui est coach interculturaliste spécialisée en intelligence interculturelle dans la Coach Academy d'Expat Communication et avec lesquels nous animons beaucoup de programmes sur l'Inde. Je parle de Anne-Catherine Basset. Alors Anne-Catherine qui a un parcours pas banal, hein, après avoir été sur de nombreux sites, y compris à l'étranger et bien sûr en Inde, à deux reprises, je crois, à Chennai. Anne-Catherine, vous dirigez maintenant l'usine alpine de Renault et vous êtes directrice industrielle. Julien Javel de Renault aussi, donc Chennai également. On a la mafia des gens de Chennai aujourd'hui avec nous. Vous êtes chez Renault actuellement et vous êtes CFO de Renault India. Et donc vous allez voir témoigner, ça sera intéressant de voir les croisements entre votre expérience et celle de Anne-Catherine il y a quelques années, puisque on parle d'une réalité qui change à toute allure. Et Marie Truchassou, Marie, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Marie, vous êtes une professionnelle des RH, mais surtout une experte de la mobilité internationale. Vous êtes actuellement en poste dans une grande entreprise et vous avez travaillé pour Atos à Pune et à Mumbai. Voilà, et bien, on est très heureux de vous accueillir tous. Et pour commencer, l'idée, c'est d'avoir un référentiel commun pour partir de la même réalité, parce que bah, Marie et Anne-Catherine, vous avez peut-être surpris par les échos de Julien d'aujourd'hui, même si vous restez en contact avec ce pays. On va commencer par un challenge pour Fernanda, pour lui demander de résumer. Fernanda, tu as 5 minutes pour nous Avec. dire euh, ce qu'il faut savoir de l'Inde quand on y arrive pour sortir peut-être de quelques idées reçues qui ont la peau dure. Alors, je relève le défi, mais ça va pas être facile et aisé en 5 minutes de dire tout ce qu'il faut savoir sur l'Inde, mais je vais vous en dire déjà certaines choses. Et d'abord, je vais commencer par dire qu'en fait, personne ne sera surpris, et tu l'as évoqué, si je dis que l'Inde est un pays de paradoxes, c'est un pays fascinant, où l'ancien et le nouveau, l'extrême richesse et la grande précarité, la modernité et la tradition, pardon, s'entrechoquent sans cesse. On a coutume de dire de l'Inde que tu l'aimes ou tu la détestes. Il y a pas de juste milieu. On a toujours ce sentiment qu'on est dans les extrêmes. On a l'impression, quand on y est, que tout est trop. Il y a trop de bruit, il y a trop de couleurs, il y a trop de lumière, trop de monde, trop d'odeurs, trop d'épices. Enfin, vraiment, tous les sens sont exacerbés. C'est souvent, on dit que souvent, c'est un pays épuisant pour la plupart des Occidentaux. C'est essentiellement parce que c'est un pays de contraste et un pays de démesure. C'est vraiment le pays de tous les superlatifs. Alors, pour illustrer ça, je vous propose ici quelques chiffres, hein. L'Inde, c'est la première puissance démographique. C'est la cinquième puissance économique et qui, selon une étude de la banque Goldman Sachs, pourrait même devenir la deuxième économie mondiale d'ici 2075. C'est la quatrième puissance militaire mondiale et ça, on pourra peut-être en discuter avec Marie, hein, puisque elle travaille en l'occurrence comme DRH à temps partagé sur l'Inde dans le cadre d'un projet militaire. Donc, ce sera intéressant d'échanger avec elle. Concernant la population, c'est environ 1,44 milliard d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé du monde. Désormais, on peut dire qu'une personne sur 5 dans le monde est indienne. C'est aussi l'une des plus jeunes.
40% des Indiens ont moins de 25 ans. Il y a plus de 1600 langues qui sont parlées en Inde, dont 22 qui sont des langues officielles, hein, reconnues par la Constitution. C'est un berceau de plusieurs grandes religions, l'hindouisme à 80%, l'islam, le christianisme, mais aussi le sikhisme, le bouddhisme, le jaïnisme. Euh, on le disait, énorme contraste concernant l'extrême pauvreté et les grandes richesses, parce que presque 13% de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour, hein. Mais l'Inde compte aussi de plus en plus de millionnaires et de milliardaires. Alors, je vais faire ma petite page People. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, des images et des vidéos du mariage fastueux du fils cadet du magnat indien Mukesh Ambani, hein, qui a duré des mois. Alors Mukesh Ambani, hein, juste pour vous dire, il est là, à la tête de la 11e plus grosse fortune du monde. Et ce mariage a coûté plus de 139 millions d'euros. Voilà, ça met un peu, ça plante le décor, hein, comme on dit. Euh, L'éducation en Inde reflète aussi un contraste marqué parce qu'il y a environ 22% de la population adulte qui est analphabète, alors même que 2,5 millions il y a 2,5 millions de diplômés en ingénierie et en technologie et que l'Inde compte plus de 40 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. Donc évidemment, tout ça, ça fait de l'Inde un des plus grands réservoirs de main-d'œuvre de la planète. OK? Alors, évidemment, tout ça, c'est à l'échelle du pays, hein, bien sûr, tout est démesuré. Mais ces chiffres, ils montrent bien aussi cette dualité, c'est-à-dire d'un côté, une forte population qui est encore privée d'accès à l'éducation, et de l'autre, une élite qui est hautement qualifiée. Et on voit là quelques leaders indiens qui sont bien connus parce qu'ils sont ou les CEO ou les PDG de grandes boîtes comme Google, Microsoft, IBM, ou Lina Nair, qui est également exécutive chez Chanel. Euh, sur la next slide, on peut voir, on peut se dire, alors la précédente, pardon, je pense qu'on a sauté de slide, une autre slide. Ah, Non, on j'étais n'en a déjà pas dans. d'autres. On n'en a pas Ah, d'autres. alors, vous dire avant toute chose que c'est donc l'Inde, c'est un terrain fertile pour les entreprises étrangères. Alors, même s'il n'y a pas un chiffre précis sur le nombre total d'entreprises étrangères présentes en Inde, il faut savoir qu'il y a des politiques qui favorisent les investissements étrangers, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises internationales, et en particulier dans le secteur de la technologie, de l'industrie et des services. Euh, L'Inde, c'est aussi une hub technologique majeure. Il y a plus de 100 000 startups qui sont enregistrées et c'est un écosystème en pleine expansion. Vous avez certainement tous entendu parler de Bangalore, qui est en fait la Silicon Valley de l'Inde. Évidemment, les entreprises françaises ne sont pas en reste, hein. Évidemment, elles y trouvent des opportunités de croissance et d'expansion. Juste quelques chiffres à nouveau, qu'il y a plus de 600 filiales françaises implantées en Inde, avec plus de 1000 sites locaux couvrant divers secteurs. Et ces entreprises emploient environ 400 000 personnes. Ça, c'est pour les entreprises, rien que les entreprises françaises. Alors, il est difficile aujourd'hui de chiffrer le nombre de personnes qui travaillent pour des entreprises occidentales en Inde, hein, puisqu'il est un peu difficile également de chiffrer le nombre d'entreprises internationales. Mais on dit l'échelle est à peu près à hauteur de 3,5 millions de personnes. Et en parallèle de ça, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour chaque personne basée en Inde, il y a au moins en plus 4 collègues occidentaux qui travaillent régulièrement avec l'Inde. Alors, on peut se poser, compte tenu de toutes ces échelles, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces entreprises? Et quel est-il? Et là, on sera sur la next slide. C'est quel challenge ont en commun toutes ces entreprises Fernanda, internationales? je pense que tu as été remarquable. Tu as tenu le challenge de nous présenter en 5 minutes. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent bien l'Inde, ça peut sembler un peu les éléments basiques, mais
Ouais. pas pour ceux qui ne se sont pas intéressés à l'Inde depuis les 5 dernières années. Et puis surtout, c'est bon de repartir vraiment de quelque chose de commun. Merci beaucoup à toi. Avant de plonger dans la coopération culturelle et ce qui va être un enjeu au quotidien, est-ce que nos invités veulent rajouter des éléments sur cette vision globale, sur ce qui est important d'avoir en tête quand on parle de l'Inde aujourd'hui? C'est un pays fascinant. Moi, ça fait que quelques mois que je suis arrivé à Chennai en Inde, mais effectivement, c'est un pays qui laisse pas indifférent. C'est un pays qui est assez compliqué culturellement, enfin qui est très riche, mais qui est assez compliqué à pratiquer au quotidien. Et c'est un pays d'extrême, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez pouvoir, je sais pas, acheter des fruits dans la rue, et de l'autre, vous allez pouvoir les payer avec votre téléphone. Voilà, donc il y a vraiment il y a un développement des technologies qui est assez remarquable, mais en même temps, ça reste quand même un pays très agricole, hein. Ça reste un pays où le développement il se fait, il s'accélère quand même ces dernières années, mais il reste quand même un peu plus diffus, certainement, si on compare par rapport à la Chine. On voit qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont en développement, mais c'est un peu plus, je dirais, anarchique et un peu plus complexe, on va dire, en termes de développement. Et c'est un pays que moi j'aime qualifier on bouge de festival en festival, c'est-à-dire que il y a toujours un festival, il y a toujours une fête, il y a toujours une bonne raison d'aller au temple ou de prendre un temps pour faire une action selon le mois de l'année. Et donc, il y a tout un tas je dirais, de cultures, enfin de festivals, de culture qui est assez difficile à appréhender, hein, et qui, comment dire, d'un point de vue managérial, hein, dans une entreprise, parfois il y a ce qu'on est capable de percevoir et puis il y a ce qui est plus difficile à Ça, percevoir. ça va être notre point d'après, et c'est là-dessus qu'on va le plus insister. Merci beaucoup, Julien, pour ce Moi, je, point en direct de Chennai. moi, je voudrais. Anne-Catherine, vous qui avez Ouais, quitté Chennai il y a quelque ouais. temps. Ouais, donc moi, enfin, bien évidemment, on se retrouve dans ce qu'a dit Fernanda. C'est ce que tu as dit, Fernanda. Vraiment, c'est le pays du too much. Mm. C'est vraiment le too much. On en a trop, c'est l'overdose. Et des fois, on a juste besoin de dire ah, stop. Mais en fait, on peut jamais dire stop. Donc, ce Non, ça ne pays-là, s'arrête jamais. voilà. Et ça, c'est vraiment les gling-gling la nuit, les chants projetés dans les églises à puissance 22. Enfin, tout ça, c'est vraiment tellement surprenant. Je voudrais dire que c'est quand même un pays qui sait accueillir. Quand même, c'est quand même un grand pays d'accueil, c'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, il y a quand même une volonté d'accueillir. Et le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on se rend compte quand on est en Inde qu'être européen, c'est pas la même chose qu'être indien. Moi, j'ai fait 2 expats. J'ai fait une expat en Roumanie qui est quand même en Europe et en Inde. Mais concrètement, quand on est en Inde, on se rend compte qu'on est vraiment à l'opposé du spectre de comportement et de compréhension, et d'où l'intérêt d'avoir ce genre d'échange, parce qu'en fait, on sous-estime quand même très, très largement le choc culturel, et autant je l'avais pas eu en Roumanie, autant quand on arrive en Inde, waouh, c'est le choc, il est dans les deux sens, hein. Il est pour eux aussi de voir débarquer ces Européens versus nous. Voilà ce que Et je ouais, voudrais dire. Merci beaucoup. C'est mais un je point pense. important, le choc est dans les deux sens. On va y revenir. Au point que un médecin de l'ambassade de Delhi avait appelé une sorte de dépression particulière le Indian disease, en disant c'est tellement too much que voilà, il y a des gens qui craquent d'une façon qui est absolument spécifique. Un pays J'aimerais too qu'on much. entende aussi, pardon Fernanda, oui. Mais oui, je confirmais que c'était exacerbé, effectivement. Tout était exacerbé. Mais je pense que tu voulais écouter Marie également Oui, alors Marie, sur moi ce ce que j'aimerais, sujet. c'est que là, on dit des choses où on sent que tous ceux les Indiens, et j'imagine vous aussi, enfin les Indiens, ceux que j'appelle les Indiens par extension, ceux qui habitent en Inde, sont très alignés. Est-ce que Marie, vous voyez, vous avez parfois du mal à convaincre les Français, parce que vous travaillez en France avec l'Inde. Est-ce que parfois il y a des idées reçues sur l'Inde que vous avez du mal à contrebalancer parce qu'il y a des stéréotypes qui sont faux ou des choses que les Français n'ont pas vu changer? Alors déjà, moi, je suis plutôt une partisane de dire qu'il n'y a pas une seule Inde, mais plusieurs Indes.
C'est un peu comme quand on parle de l'Europe, entre les Polonais et les Français, il y a quand même de grosses différences. Et c'est vrai que l'Inde, c'est un énorme territoire. Moi, au départ, dans mon expatriation, j'étais principalement dans le Maharashtra, donc j'ai bougé entre Pune et Bombay. Honnêtement, c'est 150 kilomètres de différence, c'est plutôt la même culture, plutôt le même scope, on va dire, culturel et religieux. Mais après, on va à Chennai, on va au Kerala, ou on monte dans le Punjab, ou la dernière fois, je suis allée à Alipurduar sur les contreforts, on va dire, de l'Himalaya, mais côté Bangladesh. C'est des mondes complètement différents. Donc, c'est ça aussi qui aboutit, et je rejoins un peu ce qui a été témoigné jusqu'à présent, c'est la nécessité, c'est la difficulté d'être en adaptation constante et d'être toujours en surstimulation qui peut aboutir à une certaine fatigue. Et puis, moi, je suis convaincue qu'en fait, l'Inde est un pays tellement difficile que tout le monde ne peut pas forcément être en mesure de pouvoir y aller et partir en réussite. Il y a beaucoup d'a priori sur la propreté, effectivement, par rapport à ça, la sécurité aussi dans une certaine mesure. Après, là, à nouveau, tout dépend des localisations et aussi des contextes. Bien sûr. J'ai aussi, après, moi, je travaille dans un milieu très particulier, contrairement aux autres intervenants, c'est que je suis dans le milieu militaire, donc les bases aériennes sont dans des endroits, enfin, j'appelle ça la Creuse de l'Inde, parce que c'est vraiment très C'est vrai. excentré. Et en fait, je fais déjà quasiment 3 heures d'avion depuis Delhi, et ensuite j'ai 8 heures de route pour arriver sur la base aérienne. Donc, je pense que vous vous rendez compte, et puis c'est pas 8 heures de route comme on fait Paris-Marseille, hein, c'est des autoroutes, et je pense que Julien et Catherine imaginent très bien ces 8 heures de route, comment elles peuvent être éprouvantes. Et c'est vrai que ben, c'est des missions longue durée, donc en fait, nous, on a pleine conscience que c'est très difficile. C'est difficile d'être aussi loin de tout, aussi loin de la vie, avec des activités très limitées. Donc, on fonctionne plutôt par système de rotation, parce qu'on considère que il faut soutenir dans cette démarche et aussi permettre aux gens de respirer. Et ce genre de localisation, contrairement à Chennai, Mumbai, c'est très, très difficile d'y Absolument. rester à 100% en permanence. Mm. Merci Marie. J'aimerais, parce que le temps file Oui. et que je suis gardienne du temps, j'aimerais passer à parce qu'on pourrait disserter pendant des heures sur l'Inde et ça serait passionnant, mais on va se focaliser quand même sur le sujet que Julien commençait à évoquer, qui est celui du management interculturel, c'est-à-dire on va quitter l'autoroute et les routes indiennes pour se dire, bon déjà maintenant on rentre au bureau. Et là, Fernanda, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire on s'accorde tous pour dire, on est tous d'accord pour dire que l'Inde est différente de l'Occident. Ok, c'est un fait. Mais les vraies questions, ce sont vraiment celles-là. En quoi est-ce que l'Inde est différente de l'Occident d'un point de vue commercial, d'un point de vue du business? Comment on fait pour travailler ensemble? Quand les uns disent on ne comprend pas leur anglais, mais que les autres disent ben, on ne comprend pas leur anglais, et qu'il y a effectivement cet effet miroir. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, vous recrutez une équipe locale, que vous interviewez plus de 40 candidats, que vous faites des offres d'emploi à 22 d'entre eux, ce qui, on peut se le dire, hein, il y a un excellent taux de réussite, que 18 ont accepté et que finalement, personne n'a encore intégré l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? En quoi toutes ces différences sont des sources d'inefficacité lorsqu'il y a des équipes locales qui collaborent avec les équipes indiennes, ou encore même plus, quand il y a des équipes du siège qui collaborent à distance avec des équipes locales. Et ce sont toutes ces questions, je pense que de tous les accompagnements qu'on a pu faire dans les entreprises concernant cette destination, il y avait ces questions récurrentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais c'est ils ne sont pas efficaces, ils ne nous font pas confiance, ils perdent du temps dans les détails, ils sont trop conceptuels, les budgets ont explosé, pourquoi est-ce qu'ils disent toujours oui? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Voilà. Vous Dans êtes les tous deux d'accord sens. avec ces questions globalement et qui viennent des deux côtés. C'est pas plus simple pour les Indiens de travailler avec des équipes françaises que des équipes françaises pour travailler avec des équipes indiennes. Mais il y a comment dirais-je, des orientations culturelles, je dirais, qui font la différence. Et c'est de ça dont on va parler un petit peu également aujourd'hui. Alors, on peut peut-être sur la next slide, si vous reconnaissez tous ces questions, je pense que ça surprend personne, hein. C'est récurrent. Peut-être une question pour Julien. Julien, la dernière chose qui vous a surprise là au quotidien? Moi, Boulot.
Très honnêtement, c'est plutôt quand même assez facile de travailler avec les Indiens, même si effectivement on se pose toutes ces questions-là au quotidien. Je trouve qu'ils sont quand même euh, globalement efficaces. Après, parfois, individuellement, ça peut être assez compliqué, mais globalement, collectivement, ils sont quand même assez. Les choses avancent. Moi, dans ce qui me surprend le plus, c'est la structure finalement des équipes, où parfois c'est très hiérarchisé, c'est très, entre guillemets, tout l'aspect, je dirais, religion, âge, sans parler de caste, etc., fait qu'il y a parfois il y a des mouvements qu'on imagine possibles qui ne le sont pas, en fait, parce qu'on ne met pas les choses dans la même perspective. Bon, évidemment, ce qui surprend toujours le plus, mais ça, je pense que tout le monde le connaît, c'est le rapport au temps, hein, où clairement, Oui, on en quand parle. on va dire ce sera fait dans 5 minutes, on ne parle pas forcément des mêmes 5 minutes, hein. Ça, c'est assez clair. Et dernière chose, encore une fois, je disais, c'est quand même plutôt agréable de travailler avec eux. Par contre, vous pouvez passer, je ne sais pas moi, 3 jours sur faire une présentation nickel, mettre beaucoup d'argent, faire un truc, inviter des gens, etc. Et par contre, au moment où vous lancez le truc, le diaporama va pas marcher, la télé est en panne, j'en sais rien, la lumière marche pas. Et en fait, ils vont quand même faire l'événement. Et en fait, il y a un sens du détail qui n'est pas du tout le même. Donc, il y Ah a oui. quand vous êtes assez perfectionniste, entre guillemets, c'est assez difficile parce que voilà, il y a un rapport, je dirais, oui, à la perfection et puis à la maintenance des choses, à l'entretien préventif, etc., qui est complètement différent. Ici, ils vont laisser aller jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait un truc qui tombe en panne et à ce moment-là, ils vont s'en occuper. Mais sinon, il ne va rien se passer, quoi. Merci Oui, mais beaucoup, je Julien. pense, Julien, que tu as résumé à peu près les 4 dimensions qui sont Ah, les c'est dimensions excellent, hein. principales les plus récurrentes. Je n'ai pas vu Il y les en a slides d'autres. avant, pourtant, je jure. Oui, 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 mais c'est parfait. Et effectivement, la notion du temps, euh, c'est quelque chose qui est récurrent. Hein. On a coutume de dire, enfin, nous on disait, quand ils nous disaient oui, oui, on va faire ça jeudi, de dire jeudi, ok, mais jeudi de quelle semaine en fait? Euh, Parce qu'en fait, la grande différence, alors il faut savoir une toute petite chose, c'est qu'en hindi, le mot calme peut signifier à la fois demain et hier. Et en fait, en Inde, le temps, il est considéré comme circulaire. C'est pas linéaire comme en Occident. En Occident, un flux linéaire, c'est un flux qui s'écoule, le passé, qui précède le présent, qui précède l'avenir, sans retour possible. En Inde, c'est circulaire. Ça signifie que les événements se répètent dans un cycle sans fin, comme les saisons. Donc en fait, ce qui est important dans la culture indienne, c'est le présent. Le futur et le passé, c'est une sorte d'abstraction. Mais c'est normal aussi, je dirais, entre guillemets, si on remet tout ça dans son contexte, c'est normal parce que, euh, par exemple, la réalité du temps de trajet en Inde, on en parlait, puisque Marie en parlait, c'est constamment soumis à des imprévus. Tout est toujours soumis à des imprévus, en fait. C'est la mousson, Julien, tu parlais des processions religieuses, le trafic, l'état des infrastructures. Et en fait, ce qui compte plus que la ponctualité en Inde, finalement, c'est l'adaptabilité aux circonstances. On s'adapte à ce qui survient. C'est vraiment l'adaptabilité qui est appréciée dans l'environnement des affaires indiens. Vous voyez, ça c'est Il par y a aussi rapport. il Ouais. y a un point aussi qui est quand même très important. Moi, j'ai identifié assez rapidement, qui est pour moi lié aussi à l'éducation. On est quand même, on grandit dans un système éducatif, dans une manière d'appréhender les problèmes. Et en fait, on est en complet décalage avec les Indiens. C'est vrai que nous, on est quand même très, très rationnel. Dans la création des problèmes, on voit un problème, on va essayer de remonter à la source pour identifier qu'est-ce qui génère le problème. Alors que les Indiens, eux, auront plutôt tendance à vouloir juste résoudre le symptôme. Mais après, la source n'est pas forcément d'une grande importance pour eux. Donc, ils sont plutôt en tendance à faire des sortes de hotfix qui souvent tiennent le coup. C'est du bricolage, hein, et puis parce que bah, on n'a pas vraiment le temps, il y a d'autres priorités, etc. Puis ils n'arrivent pas forcément effectivement à identifier la notion de temps, de priorité. Et donc, ils font juste le hotfix, mais ils ont cette difficulté à remonter à la source du problème, comme si on remontait en fait une pelote de laine.
que nous, on arrive à faire depuis le moment où on grandit, parce qu'on a cet esprit un peu des cartes et d'études et d'analyse. Judéo-chrétien, c'est ce que j'appelle moi Exactement. le judéo-christianisme qui gère l'erreur et puis Descartes. Enfin, on est vraiment des enfants. Et ça se joue aussi sur la proactivité, parce qu'en fait, quand ils font leurs tests à l'école, ils ont des QCM avec 4 réponses, ils doivent choisir. Ils sont pas en situation de devoir être proactifs, réfléchir, être force de proposition. Et donc, en fait, je pense que ça, c'est clairement quelque chose où ça leur sort de leur zone de confort. Si vous êtes dans une entreprise, peut-être un peu comme Renault, où vous êtes déjà présent depuis un certain moment, les ressources commencent à être un peu habituées, on va dire, à la French Touch. Et puis, il y a toujours quand même une certaine influence. Mais quand vous êtes dans une situation où vous montez votre société et vous recrutez que des Indiens, il y a un énorme travail à faire d'acculturation. Mais pour moi, c'est réciproque et on ne doit pas arriver. Certaines boîtes françaises, je trouve, sont trop à vouloir absolument dupliquer le management à la française pour ce pays. Et en général, c'est une grosse raison d'échec. Et outre vouloir appliquer une façon de faire, hein, et c'est ce sur quoi nous travaillons, Alix, avec Expat Communication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a surtout une façon de faire ensemble, mais pour pouvoir faire ensemble, il faut aussi connaître et s'approprier et ancrer finalement un global mindset qui permet de comprendre l'autre. Et ce que tu évoquais, Marie, concernant par exemple la proactivité et l'acceptation, c'est que effectivement dans une culture de proactivité comme la nôtre, tout est maîtrisable, ou du moins on essaye, on cherche à maîtriser, on met en place des jalons, des tests, etc., On etc. anticipe les risques, on a des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, alors qu'eux, ils sont dans la réaction. Eux, ils sont dans l'immédiateté, ils sont ancrés dans le présent. Et c'est aussi parce que c'est une culture d'acceptation. Ce qui doit arriver, doit arriver. Je ne peux pas tout maîtriser, mais je reste fort, je réagis à partir du moment où ça arrive. Il faut vraiment comprendre que c'est la réalisation des objectifs qui prime en fait en Inde. Alors, le problème évidemment pour les équipes françaises, c'est que souvent ça relègue les méthodes et les process au second plan, ce qui nous défrise un peu quand même. Mais en Inde, l'accent il est mis sur le quoi, l'objectif. Plutôt que sur le comment, donc encore une fois les moyens, les process, etc., ou même le pourquoi. Et ça, c'est ce que tu évoquais aussi, Marie, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme et la conceptualisation. Nous, en France, on aime le cadre conceptuel. On aime avoir une compréhension globale avant de pouvoir passer à l'action. Vous voyez, on a besoin de la big picture. Alors que la culture indienne, effectivement, elle préfère le pragmatisme parce elle est davantage tournée vers l'action et les résultats immédiats. Alors, ce que ça veut dire très souvent, c'est qu'il faut régulièrement faire des ajustements en cours de route. OK? Et là, on parle là en fait de la toute dernière finalement dimension qui est celle du perfectionnisme dont parlait Julien. Quand on est un peu perfectionniste, ça coince un peu dans les entournures. Et ce qu'on appelle en fait le good enough, le contentement chez les Indiens. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez cette notion que moi je trouve hyper intéressante, hein, c'est la notion de Jugad. Est-ce que vous connaissez les uns et les autres la notion de Jugad? Ouais. Alors le Jugad, c'est vraiment la solution innovante et improvisée. C'est ce que disait Julien. Il y a un truc qui fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Hop, ils rebondissent, ils trouvent une solution plus ou moins qualitative, mais en tout cas, l'événement va se dérouler. D'accord? Et c'est en fait, c'est l'ingénierie frugale. Voilà, ce qu'on appelle la frugalité. Et cette frugalité, elle part tout simplement de la nécessité. Hein, et surtout du manque de ressources en fait qui adéquates et adaptées et qui soient appropriées. Ok, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, parce que là, tout ça, c'est très, très positif. Le Jugaad, c'est vraiment ce qui donne aux gens l'espoir que les choses vont se faire. Hein. Mais c'est aussi, et ça, il faut être un peu plus vigilant, c'est si je peux faire fonctionner cette solution comme ça, si ça peut me faciliter la vie et que je peux m'en sortir, alors pourquoi est-ce que je ne le ferai pas?
D'accord? Il y a aussi ça derrière le Djougad. Et vraiment, le Djougad, on le trouve dans toutes les couches de la société et dans toutes les régions du pays, même si je suis à 200% d'accord avec toi, Marie, en disant que ce qui est vrai pour le nord n'est pas vrai pour le sud, pour les campagnes, pour les villes, etc., etc. C'est, le Djougad, c'est vraiment représentatif de l'esprit de résistance des Indiens. D'accord? Et vraiment de leur capacité à faire fonctionner les choses, quels que soient les défis et les difficultés. Et ça, c'est un avantage majeur quand on sait l'utiliser et qu'on le sait. Fernanda, tu nous présentes ces dimensions-là. Je vois qu'il y a marqué GapsMove, et puis comme je suis chez Expat Communication, je le connais par cœur et on l'utilise tout le temps. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que cet outil GapsMove dont on voit bien l'utilité là pour décoder une culture? D'ailleurs, ça s'appelle le décodeur de culture. Absolument. Alors, GapsMove, c'est une plateforme, c'est notre partenaire, donc avec lequel on travaille à Expat Communication, et qui en fait va permettre de détecter les gaps entre différentes cultures alors là, c'est 18 écarts culturels, hein, c'est bien ça, 18 écarts Mhm. culturels, tu les connais bien, bien mieux que moi. Euh, pour différents pays, différentes situations, c'est 46, 48 dimensions 60, différentes. oui, Ah ouais, 18 non, mais dimensions et 70 pays maintenant qui sont voilà, répertoriés. exactement. Et sur différentes dimensions qui sont autour de la coordination, la motivation, la décision, l'innovation, la communication également. Euh, Parce que très souvent, on se trompe aussi, par exemple, typiquement sur la communication. On parlait du fait qu'ils disent toujours oui, hein, et c'est le petit ajout que je fais parce que c'est hyper important. C'est quelque chose qui revient souvent. C'est aussi hyper récurrent. On n'en peut plus qu'ils disent oui et que finalement, derrière, les choses sont pas forcément faites. Et on se dit, on a un problème de communication. Mais non, il n'y a pas de problème de communication. C'est un défi, c'est purement un défi culturel. Ils disent oui parce que, ils veulent plaire, ils veulent faire plaisir, hein, d'accord? Que c'est compliqué de dire non. Ils veulent faire plaisir, et puis parce que ils pensent réellement, dans la majorité des cas, qu'ils vont pouvoir le faire. Ok? Donc, c'est pas un problème. Ils savent tous dire non, les Indiens, hein. Il y a pas de problème, les équipes indiennes, sauf que voilà. Et puis, ça revient, c'est exactement la même chose que quand on dit euh, en réunion, ils ne donnent pas leur opinion, ils ne parlent pas, ils ne donnent pas leur avis. Je ne sais pas si vous constatez à ça et qu'on n'arrive pas à obtenir à ce qu'ils nous disent. Mais là non plus, c'est pas un problème de communication, c'est purement culturel également. C'est ce que tu évoquais, Julien, c'est que hiérarchiquement, ils considèrent qu'ils ne sont pas à leur place là pour parler et pour dire. C'est plus étroitement lié à la structure hiérarchique culturelle des entreprises que véritablement un problème de communication. Alors arrêtez de dépenser de l'argent dans les formations de communication, ça n'est pas un problème de communication. C'est un défi culturel. Oui, Anne-Catherine, je te vois réagir. Ben non, mais d'autant plus que nous, on arrive souvent en position, entre guillemets, dit de chef, où globalement, finalement, ils ont énormément de respect pour nous. Et globalement, enfin, on sait très bien que la politesse ou la façon de s'exprimer, elle est d'ordre 1. Et effectivement, ils peuvent penser non et réussir à obtenir un non, pour moi, c'est un vrai cadeau, en fait. Mais ça s'obtient pas en réunion, en fait. Le non ne s'obtient pas en réunion. Et pour des Européens qui sont habitués à monter sur la table, parler très fort, très haut, en fait, on apprend. Mais moi, j'étais donc à l'usine de Chennai, j'étais dans une usine Nissan. Donc moi, j'ai aussi quelque part trouvé des similitudes avec nos collègues japonais, qui sont Mm. aussi dans le respect de la hiérarchie, dans tout ce qui se passe en dehors ou à côté de la réunion, dans le respect, quoi qu'il arrive, effectivement, de la position du chef, et que le chef s'exprime surtout pas en réunion, ce qui est vraiment l'opposé du système culturel français ou européen. Donc, j'ai trouvé pas mal de similitudes aussi avec le Japon, finalement, dans certaines approches. Je pense qu'il y a quelques similitudes. Mais on est tellement câblé, encore une fois, des cartes franco-français, management à l'anglo-saxonne, que apprendre à pas la ramener en réunion, pour moi, ça a été un grand choc, d'autant plus en étant une femme. Ouais. Et en Voilà. usine. Et Et en en usine. usine.
Parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre Julien et Anne-Catherine, et c'est pour ça vraiment merci d'être là avec nous aujourd'hui, c'est que c'est pas la même population non plus. Quand on disait que c'était différent entre les campagnes et les villes, etc., c'est différent aussi selon les statuts. Et les statuts en Inde, ils sont encore plus marqués finalement Exactement. qu'ailleurs. Et Anne-Catherine, son expérience, c'est auprès d'ouvriers, Donc, là où ouais, ça, l'expérience du... Et donc, même là, les différences, les choses diffèrent. Oui. Ce qui est Il assez y a aussi impressionnant. Ah, vas-y, Julien, excuse-moi. Oh, vas-y, Marie, je t'en prie. Il y a aussi quand même un paramètre assez important qui est le paramètre du temps et où les managers français vont à une réunion, ils veulent absolument avoir une réponse. Alors qu'en fait, moi, je prenais plutôt les réunions avec les Indiens dans le sens déjà, je faisais pas de questions fermées où j'attends un oui ou un non parce que je savais que forcément le taux d'échec et de fiabilité de la réponse était très très bas. Donc, j'ai pris mon parti d'arrêter de poser ce genre de questions et de plutôt les accompagner dans la réflexion pour arriver à comprendre en fonction de leur réponse si j'avais un oui ou un non et si j'avais un engagement en termes de temps pour arriver justement à les amener à réfléchir, à les accompagner dans cette réflexion. Et c'est vrai que il y a aussi cette notion du temps qui fait que des fois, ils n'ont pas cette capacité effectivement à pouvoir donner une réponse de suite. Et il faut aussi accepter et se dire, en fait, le management va être un petit peu différent. J'aurai pas forcément ma réponse à cette réunion-là. Il Absolument. faut que j'appréhende les choses différemment. Des fois aussi, en fait, il faut extraire les personnes et avoir des entretiens individuels parce que telle Absolument. personne dans telle pièce va les empêcher de parler de manière. Voilà, il faut arriver aussi, des fois, c'est ça qui est très difficile, c'est il faut décrypter la salle, décrypter les comportements, arriver à comprendre les interactions. Il y a aussi, je pense que Anne-Catherine, tu l'as bien expliqué parce que tu l'as ressenti, mais moi aussi je l'ai ressenti. Selon si on est un homme ou une femme, ce n'est pas la même chose. Et aussi la question de l'âge, la question du positionnement. Moi, ma première semaine en Inde, je me suis fait virer du board parce que j'étais une femme trop jeune et que personne ne voulait que je reste parce que moi, j'étais ça ne faisait derrière. pas de sens pour eux Moi, que moi, j'étais je au reste. troisième Donc, plan. Moi, j'étais derrière, éventuellement, moi, à servir le je café. devais y être. Je devais y être, Ouais. j'étais éligible avec les critères classiques. On s'est arrangé une semaine après pour changer les critères parce que, ben oui, une pépette qui vient de France à 28 ans et qui est une femme en plus, alors qu'il n'y avait pas de femme au board, ben c'était, voilà. J'ai essayé je ne l'ai pas pris personnellement. Je pense qu'il ne Ah faut ben, pas le rien prendre n'est jamais personnellement. vraiment personnel en Inde, hein, pour être tout à fait. Exactement. Ouais, mais La c'est notion violent du quand même, hein. collectif est encore autre chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais effectivement, rien n'est jamais Et après, il faut personnel. se dire que on n'est pas forcément là non plus. Enfin, moi, j'essaie de le prendre comme ça. Je me suis dit, bien sûr, il faut que j'ai de l'impact et on attend un résultat de ma part. Mais je pense que on est surtout là pour montrer et créer un lien et montrer comment les choses peuvent être différentes pour créer une compréhension mutuelle. Et en fait, ce que D'accord. vous êtes en train de décrire, Marie, c'est ce qu'on appelle chez Expat Communication, enfin, on est pas mal à travailler sur cette notion, l'intelligence interculturelle. Et en fait, on voit bien, parce qu'on voit bien le nombre de règles énormes qu'il faudrait apprendre sur l'Inde. Et Fernanda, tout à l'heure, va montrer les différences entre le Nord et le Sud, etc. Enfin, il y a un corpus de connaissances à intégrer qui est énorme, mais on l'a pas forcément. Et donc, ce qui va nous permettre, et j'ai trouvé ça intéressant quand vous compariez avec la Roumanie ou avec le Japon, c'est toute cette habilité qu'on a pu développer grâce à différentes expériences, de se dire, tiens, et si c'était culturel? Et en fait, c'est ça, l'intelligence interculturelle, c'est une prise de recul, un peu comme dans la communication non violente, de se dire, je vais prendre une distance pour me dire, tiens, c'est pas personnel, c'est pas les gens qui sont en face de moi, c'est peut-être le système culturel et je vais donc laisser un petit temps de réflexion pour voir comment m'adapter. C'est ça qu'on va développer. Vous voulez, j'ai l'impression qu'Anne-Catherine veut Non, réagir mais par rapport à ça. enfin, je pense qu'en Inde, c'est vraiment puissance 10 par rapport à nulle part ailleurs. Absolument. Et il faut justement écouter tous ces conseils-là pour éviter de faire des grosses erreurs, en fait. Parce que enfin, voilà, je pense que ça évite justement de prendre personnellement des situations qui sont quand même peuvent être un peu déstabilisantes, voire violentes. Enfin, le sujet de sortir de la salle ou d'être mis au troisième rang dans une salle de réunion quand on est une femme ou d'un collègue qui ne vous regarde pas dans les yeux parce qu'il n'ose pas finalement vous parler, parce que finalement, c'est une forme de respect. C'est des sujets qui peuvent être vachement violents. Enfin, moi, je l'ai vécu de façon assez violente, en fait. Mais c'est Oui, oui. tellement compréhensible a posteriori qu'il faut vraiment écouter ces conseils-là. Sauf que Et c'est là, ouais. on parle, Anne-Catherine, ce qui est intéressant, c'est que tu dis a posteriori, alors que le but, en fait, c'est justement de faire a priori. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est que
a priori, alors toi, par exemple, ou chacun de vous, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose finalement? Est-ce que si on vous avait mis le doigt sur, Julien, ça fait maintenant 9 mois, donc on disait une période de gestation et qu'on espérait que tout ça allait accoucher d'une grande réussite en Inde, et c'est finalement qu'est-ce qui a manqué au départ, parce qu'il y a aussi souvent, on y va un peu comme des guerriers, un peu comme tout est acquis, etc., parce qu'on est ceux qui viennent aussi du siège, etc. Euh, Qu'est-ce qui potentiellement a manqué ou manque pour pouvoir faire de tout ça une réussite? Pour Julien, déjà. Moi, j'ai beaucoup appris en voyageant un peu en Inde, je dirais. Alors, c'est pas forcément la réponse à laquelle vous attendez, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses Toutes les réponses sont bonnes. qu'on peut lire, qu'on peut apprendre, etc. Moi, je pense que j'essaye de commencer à comprendre l'Inde, et je suis pas sûr que ce soit vraiment évident d'arriver à comprendre l'Inde, mais en tout cas, arriver à remettre certaines choses en perspective en voyageant un peu. En fait, quand vous allez dans certains lieux en Inde, vous allez découvrir vraiment, vous allez essayer de comprendre un petit peu ce qui les anime, notamment autour de la religion, hein, autour des festivals, passer un peu de temps. Je pense que ça permet de mettre certaines choses en perspective. Après, je dirais, il y a l'expérience sur le terrain. Honnêtement, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, c'est quand même assez compliqué. Il faut venir dans les entreprises ici. Il faut évidemment essayer d'appliquer un certain nombre de conseils, mais je dirais faut aussi vivre l'expérience. Il y a des choses, il y a des choses qui sont toujours surprenantes. Des fois, vous pouvez faire une réunion avec trois Indiens. En fait, ils parlent trois langues différentes. Ne serait-ce qu'entre eux, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et Donc, 1600 langues. voilà. Donc, c'est effectivement, c'est un pays assez fascinant. Et il y a plein de grilles de lecture, il y a plein de clés pour essayer de le comprendre. Mais je pense que même pour décrire pour ma famille ou mes amis, pour prendre l'exemple de quelle est l'expérience réellement en Inde à titre professionnel ou même à titre personnel pour les enfants, pour le conjoint, etc., euh, c'est assez difficile à décrire. C'est vrai. Il faut vraiment venir et il faut se faire sa propre idée. Je pense que c'est vraiment complètement à l'opposé de notre culture européenne et française. C'est vrai. C'est vrai qu'on a du mal à en parler. C'est On a vrai du que mal à en quand on parler. rentre, moi, chaque fois que je rentrais, c'est comment l'Inde? C'est différent. C'est différent. Voilà, c'est un autre paradigme. C'était ma phrase consacrée. C'est un autre paradigme. Moi, ce que je voudrais dire plutôt que qu'est-ce qu'on ne fait pas, plutôt c'est donner un conseil. Je pense qu'il faut fondamentalement, c'est vrai partout en fait, mais c'est encore plus vrai en Inde, il faut effectivement, un peu comme tu l'as dit Julien, s'intéresser profondément aux gens en fait. Essayer vraiment de les comprendre dans toutes leurs dimensions. Et bien évidemment, la dimension professionnelle, c'est celle qu'on attaque en premier, mais à partir du moment où on commence à parler de culture, qu'on commence à leur parler de leur histoire, etc., on démontre déjà de l'intérêt et de la curiosité. Ils y sont très, 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 très sensibles. Absolument. Sans jugement, mais juste dans une logique de réflexion et c'est les plus beaux. Et là, en fait, en plus, ils sont très intéressés de parler de leur culture et ça permet de dénouer des choses sur l'aspect professionnel. Leur parler de leur pays, je pense que c'est ce qui leur fait le plus plaisir Absolument. et ce qui ouvre beaucoup de clés, en fait, dans les relations interpersonnelles. Mais là-dessus, j'aurais une question parce que j'entends bien ce que dit Julien sur la meilleure formation, c'est quand même de se balader, d'aller traîner ses guêtres dans l'Inde profonde pour rentrer dans leur quotidien. Maintenant, Fernanda nous disait tout à l'heure, pour Eh un oui. Indien, il y a 4 Français qui collaborent avec les Indiens. Ça fait 1 200 000 personnes qu'on va pas forcément envoyer, que les entreprises françaises n'ont pas forcément envoyé en Inde longtemps. Marie, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de vos collaborateurs aussi. Quelles sont les difficultés qu'on peut avoir avec des gens qui travaillent avec l'Inde et qui n'ont Sans vivre en pas, Inde. sans vivre en Inde? Quels sont les principaux problèmes que vous détectez? Il y a les problèmes, effectivement. Déjà, on n'a pas la même manière de communiquer, on n'a pas aussi le même rythme de vie et on s'en rend pas compte, hein. Moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement quand j'ai mis mes premières réunions à 9 heures et que personne ne venait. En fait, les Indiens ne sont pas du tout dans ce rythme-là. Ils en sont encore soit dans les transports, soit ils arrivent au bureau et vu qu'ils ont commencé leur journée très très tôt parce qu'ils sont allés au temple, ils sont occupés de leur famille, ils ont fait le transport.
quand ils arrivent à 9h, c'est plutôt le petit-neige pour avoir, on va dire, un peu d'essence pour continuer la matinée, sachant qu'ensuite, ils mangent assez tard, donc plutôt vers 14h. Moi, j'avoue que j'étais la Française qui, à midi, a le ventre comme une horloge et qui est prête à partir. Donc, j'ai dû ajuster effectivement mon rythme. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est des fois, quand on reste en France, de réaliser que les personnes ont un autre rythme de vie, une autre organisation. Et donc, il faut en tenir compte parce que sinon, naturellement, on crée des barrières sur on va dire, une bonne coopération. Après, je pense qu'il faut faire preuve, il faut poser beaucoup de questions et je rejoins beaucoup Anne-Catherine et Julien par rapport à ça. Je pense qu'il faut s'intéresser vraiment aux personnes. Nous, c'est vrai que par politesse, en tant que Français, bon, on pose 2, 3 questions, mais on va pas forcément aller beaucoup plus en profondeur. Pour les Indiens, moi, je connaissais les prénoms des enfants de mes collègues, les dates d'anniversaire, je prévoyais des petits cadeaux. Quand je rentrais de France, je ramenais toujours du chocolat pour tout le service, parce que tout le monde était ravi d'avoir du chocolat. Il faut penser à eux, il faut penser aux événements, il faut anticiper aussi, se dire, il y a tel festival qui arrive, donc ils vont être dans les préparatifs, donc ils vont être un peu moins présents. Aussi pour les repas, typiquement, savoir s'ils sont végétariens ou pas. Ça, c'est hyper important, ou toujours prévoir quand on les invite un plat végétarien, parce qu'il y a toujours des végétariens qui sont là. Donc pour nous, en tant que Français, des fois, c'est compliqué d'aller contre notre nature, d'avoir toujours un petit peu de viande dans notre recette, mais on a quand même aussi des jolies recettes à faire découvrir aux Indiens sans forcément avoir des éléments non-veg. Et après, je pense qu'il faut trouver des intervenants qui peuvent faire monter en compétence les ressources françaises, mais des intervenants, il faut qu'ils soient déjà allés en Inde et qu'ils soient vraiment en mesure de partager des histoires. Moi, j'aime beaucoup les histoires parce que je trouve que les histoires, ça résonne toujours, plutôt que de la théorie. Et c'est comme ça qu'en fait, les gens réalisent vraiment et se projettent dans un pays où des fois, effectivement, ils n'auront jamais l'opportunité de pouvoir voyager. Merci beaucoup, Marie. Et je vous propose qu'on montre justement la façon dont on le fait chez Expat Communication. Parce que voilà, on a été, comme tout le monde, on a dû trouver cette solution de comment former des gens qui travaillent avec l'Inde, mais qui n'y ont pas encore été tout de suite. Comment préparer un expatrié pour, comme disait Fernanda, qu'il ait les solutions a priori plutôt qu'après s'être planté, parce que ça prend du temps de découvrir le pays, d'aller visiter, de voir les festivals, etc. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, Expat Communication, vous le savez, notre premier métier, c'est l'expatriation. Et au départ, on était assez résistants sur ces questions d'interculturel, en disant oui, mais c'est quand même beaucoup des stéréotypes. Et puis à la rigueur, moi, j'étais comme Julien, quoi. J'avais beaucoup voyagé, notamment en Inde, longtemps, avec les cars, les vieux trains, et en y passant beaucoup de temps, et en se disant, finalement, en allant sur place et en lisant des bouquins, et on en apprend autant, quoi. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'interculturel qui risque même de renforcer les stéréotypes. Jusqu'à ce qu'une coach à laquelle je rendrai toujours hommage, je me parle de coaching interculturel. Et ce qui était un peu ce que Marie vous décriviez, c'est-à-dire cette intelligence interculturelle qui n'est pas tant une connaissance de l'autre, mais comme le disait Anne-Catherine, une perception de soi. C'est-à-dire, je découvre en Inde que je suis européen, finalement. C'est ça qui compte. C'est pas que l'Indien soit un Indien. Ce qui compte, c'est que moi, j'ai des lunettes, des habitudes, des valeurs qui font que quand je ne m'intéresse pas à la famille des Indiens, je pense que je suis polie parce que je n'ai pas à être intrusif, surtout si je bosse chez Renault, que je suis ingénieure et que je suis plutôt à séparer pas mal le perso du professionnel. Et si c'est une valeur trop ancrée et que je n'ai pas cette intelligence interculturelle qui me permet de me dire non mais même ce truc qui est une évidence, en fait ici ça se passe peut-être autrement, et ben je ne vais pas m'en rendre compte et je vais sentir qu'il y a par exemple comme disait Fernanda, je vais tout mettre sur le dos de la communication en disant je ne dois pas bien communiquer, alors qu'en fait, c'est une question de hiérarchie, parce qu'en France, on a quand même très peu de hiérarchie, et que là, on parle d'un pays dans lequel la notion de hiérarchie est juste fondamentale. Voilà, donc comment est-ce que je vais pouvoir développer ça? Alors, la façon dont on va le faire, on a développé des outils où on va partir d'abord du coaching, c'est-à-dire d'abord moi et mes lunettes. Et quand tout à l'heure, on vous montrait l'outil GapsMove qui nous sert de décodeur, la première chose qu'on fait avec GapsMove, c'est un test de préférence culturelle. Et donc, avant de positionner la France et l'Inde sur les axes, on va se positionner soi-même. Parce que c'est pas parce que, par exemple, les Français sont hyper conflictuels. Et bien, c'est pas parce que je suis française que je suis hyper conflictuelle. Parce qu'il y a des notions de personnalité, il y a une notion de métier. Fernanda est coach. Une coach qui serait très conflictuelle, ce serait un petit peu ennuyeux.
Donc, quand on recrute des coachs chez Expat Communication, on vérifie qu'ils sont a priori pas trop compliqués. Bref, d'abord me connaître moi, et à partir de là, je peux connaître l'autre. Et ensuite, on va nous demander d'intervenir dans différents contextes, alors qui peut être depuis une fusion-acquisition, et là, de préférence en amont, plutôt qu'une fois que les difficultés sont arrivées, les eux et les nous qui se sont ancrés, et là, c'est presque fichu, donc idéalement en amont. Les développements internationaux, très souvent, des projets internationaux aussi, ce qu'on appelle des équipes élargies, beaucoup dans le contexte de l'Inde, France-Inde, UK-Inde, Allemagne-Inde, où on dit aux gens, bah voilà, vous êtes une seule équipe et vous faites partie des 1 200 000 Français qui vont travailler avec l'Inde sans avoir été. Et voilà, bah, des contextes, on intervient beaucoup. Et aussi les expatriés, bien sûr, puisque c'est quand même à la base notre cœur de métier. On va pouvoir travailler à partir de plein de leviers de personnalisation, les valeurs de l'entreprise. Vous avez dans vos valeurs respect dans un contexte indien. Qu'est-ce que ça voudra dire? Pas du tout la même chose qu'en France. Vous avez shaping the future. Je ne fais allusion à personne. Shaping the future, selon si vous êtes indien ou américain, vous n'aurez pas du tout la même notion de future. Donc voilà des genres de choses sur lesquelles on va travailler. Bon, évidemment, selon les pays, et avec des business cases, parce que finalement, les grandes théories, c'est assez peu utile dans des contextes de stress, alors que quand on met un business case en disant, tiens, là, il y a un short, Fernanda faisait ça l'autre jour, il y a un shortage sur la ligne de production et vous n'allez pas, parce qu'un un supplier a fait défaut et vous n'allez pas pouvoir assurer votre commande, là, tout à coup, je vous assure que les réflexes primaires vont sortir et que les gens vont oublier le bien-pensant et le politiquement correct et se comporter comme ils le sont en réalité. On va pouvoir travailler en vrai. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir faire et on va travailler sur, évidemment, plein de nationalités, etc. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on va avoir différents niveaux d'intervention selon l'objectif. C'est-à-dire soit c'est former les 1 200 000 Français qui travaillent avec l'Inde, et dans ce cas-là, bah, peut-être que l'outil, ça sera des conférences et des outils digitaux. On a la plateforme GapsMove, et puis on fait beaucoup de webinaires. Mais peut-être que ce sera de travailler avec les personnes clés, et dans ce cas-là, on va être plus dans la transmission de compétences et la formation, avec des ateliers, ou ce sera de transformer vraiment certaines personnes, et je pense notamment aux expatriés, bien sûr, mais aussi à des directeurs pays ou à des chefs de projet, et dans ce cas-là, on va être davantage dans du coaching individuel. Quand il s'agit de l'Inde, et je finirai avec ça, donc, je vous dis en introduction, c'est vraiment le pays qui est le plus demandé en ce moment pour les programmes interculturels, notamment pour du team building, et notamment dans ces questions de sous-traitance, d'optimisation du footprint, où est-ce que je produis, dans quel cadre, et on en a de plus en plus. Alors, il y a quelques expats, quelques rotations, comme le disait Marie, et puis beaucoup de gens qui travaillent ensemble sans se voir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de séminaires, donc des journées de séminaires de team building où on va travailler sur 3 outils essentiels. Le premier, c'est un iceberg culturel, c'est-à-dire bien aider les uns et les autres à se raconter en partant non seulement de ce qui se voit, les festivals, les couleurs, les piments, la côté abrupt à la française, etc., mais aussi de ce qui explique et qui ne se voit pas. Par exemple, Anne-Catherine parlait de l'esprit de Descartes pour les Français et du culte de la raison qui ne s'est pas arrêté avec la Révolution. Et bien ça, on disait le mouvement est dans les deux sens. Quand on dessine les icebergs, on dessine l'iceberg français avec des Français et des Indiens, l'iceberg indien avec des Français et des Indiens, ou des Allemands, ou selon les projets, et on se le raconte, et ça fait une base commune pour mieux se comprendre en profondeur. Et ça, donc, soit ça se fait dans un séminaire ponctuel, ça se fait sur des programmes de team building et de transformation, donc souvent en 90 jours, hein, c'est un vieux truc de coach, les 90 jours du changement, pour arriver, une fois que cette prise de conscience est faite, à travailler pour aller jusqu'à, et ça c'est la troisième chose qu'on va rendre, vous avez vu les axes, donc le mapping culturel, on vous a parlé de l'iceberg, la troisième chose c'est élaborer des règles de management interculturel commun. Et là, vous voyez qu'on est très loin de la formation interculturelle qui consiste à dire les Indiens sont comme ci, les Indiens sont comme ça. On n'a pas eu le temps de vous montrer les slides où on faisait les différences entre un du Nord et un du Sud, par exemple, enfin, ou les milliards de nuances qui peuvent exister, autant que d'Indiens. Et parce qu'on ne va pas vous les apprendre. Ce qui compte,
c'est de se dire, dans telle équipe, quelles sont les règles qu'on va mettre en pratique ensemble, où les uns font un pas vers les autres. Ce n'est pas le management à la française, comme disait Anne-Catherine, qu'on va imposer à l'Inde, c'est impossible. Mais c'est aussi impossible pour des Français de travailler 100% à l'indienne. Donc, qu'est-ce qu'on définit? Par exemple, quand on va dire, quand on va donner du feedback, comment est-ce qu'on se met d'accord sur la bonne façon de faire du feedback? Parce que ce qui est sûr, c'est que si on fait du feedback à la française en mode c'est pas mal, comme compliment ultime, ça va pas marcher avec des Indiens. Voilà ce qu'on fait chez Expat Communication. Je crois que vous voyez Nathalie Ferreira et Béatrice qui sont dans la salle, que vous connaissez. N'hésitez pas à vous retourner vers elles pour en savoir plus. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est redonner la parole à nos intervenants, parce qu'on a beaucoup de choses que vous soyez là, et vous laisser conclure en vous disant peut-être la chose la plus importante pour vous, pour quelqu'un qui travaille avec l'Inde, au-delà de la bonne volonté et s'intéresser à l'autre, ce qui est sûr, mais ça ne suffit pas. Quel est peut-être le conseil pratique le plus important que vous auriez aimé avoir a priori? Fernanda, est-ce que tu veux commencer le temps que chacun rassemble ses idées? Écoute, moi, ce que je voulais mettre en avant, alors moi j'aime bien dire, hein, c'est hyper connu quand on dit on pleure 3 fois. En Inde, on pleure 3 fois. La première fois quand on arrive, parce que on se prend un choc culturel. La deuxième fois, quand on doit y vivre et que tout est exacerbé, etc. Moi, j'ai tendance à dire aussi quand on goûte la cuisine indienne, hein, parce que ça fait pleurer. Mais la troisième fois, surtout, c'est quand on la quitte. Parce qu'il y a vraiment, ça laisse en fait une empreinte indélébile. Parce que c'est tellement fort et c'est une expérience tellement forte. Et pour que cette expérience soit forte, en fait, il faut accepter la différence. Il faut accepter la différence et il faut travailler cette différence. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est tout ce dont on parle, tout ce dont tu as parlé, Alix, ça a un coût. Ça a un coût en temps pour les entreprises, pour les structures, ça a un coût en budget, ça a un coût budgétaire. Mais la question que moi je voudrais poser, c'est combien coûte un projet qui échoue parce que la collaboration interculturelle ne s'est pas faite. Voilà, moi je voudrais vraiment, mon dernier mot, c'est mon dernier mot, ce sera celui-là. C'est combien ça coûte quand ça échoue parce qu'on n'a pas compris l'autre. Voilà. On peut faire du YouGad, mais on va quand même y mettre le prix. Ok, Absolument. merci Marie. Absolument. Merci Fernanda. Marie, quand vous disiez qu'il y en a qui se plantent, quel conseil vous leur donneriez? Alors, moi, je pense il faut être extrêmement proactif et effectivement, l'Inde est quand même un pays qui demande beaucoup d'agilité et d'adaptation constante et qui peut, à un moment donné, prendre beaucoup d'énergie. Et je pense de toute façon, quand on discute avec les personnes qui font le soutien psychologique, vous en avez parlé hein, aux ambassades, ils disent très bien, c'est que l'Inde, c'est un révélateur. C'est-à-dire que si on a un problème, on l'embarque en Inde et en général, ça explose. Ça, c'est un point assez sensible quand on fait partie des expatriés. On peut pas leur dire quels sont vos problèmes pour arriver à apprécier effectivement la situation parce que c'est une vraie machine à laver émotionnelle. C'est un tsunami constant d'émotions, d'ajustement et aussi de transformation. On se transforme au contact de l'Inde parce qu'on voit des choses tellement différentes. Donc, il faut aussi être en mesure de pouvoir gérer à l'instant T tout cela. Donc, c'est quand même pas forcément quelque chose de très, très simple. Et je pense que le vrai problème pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on prépare quand même de plus en plus, il y a quand même de l'appétence à préparer, mais il y a aussi l'après, toute la phase où on est dans la courbe de l'expat, tout en bas, au fond du seau, et que les employeurs commencent à avoir des objectifs de réalisation et de performance. Et à côté de ça, l'accompagnement commence à se tarir parce qu'on se dit, bah, ça y est, ça commence à faire 6 mois, ça doit être quand même de plus en plus simple. Ben non, c'est pas forcément de plus en plus simple. Moi, je serais intéressée de savoir pour Julien et Anne-Catherine où est-ce qu'ils en sont. Moi, il m'a fallu quasiment 1 an et demi pour être vraiment en situation de confort. Merci Et beaucoup, là aussi, Marie. c'est à nouveau la notion du temps qui est pas du tout la même que la nôtre. Ouais. Je vais vous interrompre parce que j'essaye qu'on fasse le plus possible sur un temps presque plus américain que français, voire indien. Juste un point, nous, on a mis en place le Club Expat Premium, justement pour ça, pour les mettre un filet, un safety net pour les expats tout au long d'une expat, parce que ce n'est bien d'accord. En Inde, les problèmes, c'est pas que les 6 premiers mois, c'est vraiment tout du long, y compris pour les couples, qui est un sujet qui nous est très cher chez Expat Communication. Julien doit nous quitter, oui. Il Julien, doit nous quitter votre mot de la bientôt, fin? donc, ouais.
le mot de la fin, j'ai tendance à souvent dire en Inde, il y a tout qui marche, mais jamais rien en même temps. Donc, c'est, je suis assez sensible à ce qu'a dit Marie. Je pense que, très honnêtement, c'est assez difficile, je pense, pour les entreprises de bien choisir les candidats, parce qu'effectivement, il y a le candidat, il y a ses compétences, il y a sa disponibilité, mais derrière, il y a tout l'environnement personnel. Et l'expatriation dans un pays compliqué comme l'Inde, c'est une histoire de famille aussi avant tout. Je veux dire, effectivement, si la famille n'est pas bien installée et si tout se passe pas bien, je pense que professionnellement, c'est compliqué. Et l'Inde, c'est un pays où, je dirais, en dehors des problèmes du travail, on amène beaucoup d'autres problèmes aussi qui émergent tout au long de la journée. Il y a une gestion finalement de tout un tas de petits problèmes du soir au matin et c'est non-stop 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc effectivement, on n'est pas préparé à ça. On n'est pas non plus préparé, je dirais, à tout l'environnement administratif, etc., l'environnement indien. Je pense qu'il y a certainement des progrès à faire là-dessus aussi. On passe beaucoup de temps finalement à s'installer et on n'est jamais vraiment complètement installé. Il y a toujours, il y a On n'est toujours jamais quelque chose. complètement installé. Exactement. Donc, c'est une situation effectivement qui demande beaucoup d'adaptabilité. Ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Et là aussi, je renvoie vers les équipes d'expat communication sur la préparation des familles. C'est autant l'interculturel, je vous disais au début, on a eu un petit peu de résistance, autant l'accompagnement de la famille et notamment du conjoint. C'est vraiment le cœur historique de la mission d'expat communication depuis 2001. Anne-Catherine? Je vais être super courte. Et vous l'avez tous dit avec chacun avec vos mots. Moi, je pense que d'ordre 1, il faut être prêt pour les surprises. Jamais rien ne se passe forcément comme on l'a prévu. Donc, accepter le quotidien et à la fin, finalement, c'est vrai, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et je voudrais dire que surtout, c'est un super cadeau pour toute la vie ensuite de comprendre cette culture-là et qu'on revient surtout transformer à jamais, à la fois soi, nos conjoints, nos enfants, et que même si c'est dur au quotidien, c'est un cadeau pour après, pour soi et pour son développement. Donc, profitez-en. Quelle C'est belle chouette conclusion. de terminer là-dessus. Ah ouais, Merci Anne-Catherine. Merci beaucoup. Ça, je pense qu'on va l'enregistrer. On va en faire une pub pour l'expat en Inde. Parce que oui, il y a toujours un peu de peur et il y a des difficultés. Et garder cette idée qu'au final, ce sera un cadeau et que ça nous fait grandir et que ça nous transforme, c'est hyper beau. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent, vous pourrez voyager avec nous en France. Parce que c'est comme ça que commence l'intelligence interculturelle, c'est-à-dire en se comprenant soi-même. Mais surtout parce qu'on pense à tous les impatriés qui arrivent et c'est difficile de bosser avec les Indiens, c'est pas toujours facile non plus de bosser avec les Français. Et en tout cas, donc pour accueillir les collaborateurs étrangers, mais aussi pour se comprendre soi-même, un webinaire absolument indispensable le 5 juin à 14 h, en ligne aussi. Et le 25 septembre, on partira pour le Maroc, qui est, alors pas autant que l'Inde, mais en tout cas une plateforme montante, peut-être pour Renault, je crois, mais aussi pour beaucoup d'autres grandes entreprises françaises. Un immense merci à vous tous pour votre présence et grand merci à nos intervenants. C'était passionnant de vous entendre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que tous ceux qui nous écoutaient aussi. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci Julien, merci Marie, merci Anne-Catherine. Merci, au revoir. Merci à vous, à bientôt.